Mesdames et messieurs, bonsoir. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προφανώς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση για λόγους αναμετάδοσης αυτής της τηλεδιάσκεψης. Είναι ιδιαίτερη όμως επίσης γιατί είναι η πρώτη από έναν κύκλο τριών που αφορούν το φύλο και τη μετανάστευση για το 2020 και για τις αρχές του 2021. Όπως το ετοίμασε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τα θέματα των συνόρων. Αφηγούμε τα σύνορα, πώς να μιλήσω για τη μετανάστευση. 4 δημοσιογράφοι θα καταθέσουν τη μαρτυρία τους για αυτά που συμβαίνουν στα σύνορα, αυτά που συμβαίνουν γύρω από το θέμα της μετανάστευσης. 4 δημοσιογράφοι και ξεκινώντας μία δημοσιογράφος που είναι επίσης ερευνήτρια, η Μαριάννα Καρακουλάκη. Un journaliste, j'ai fait par ordre alphabétique, ici présent Stavros Malichoudis, sur l'écran Irène Omelianenko, documentariste, qui a également été privé au Festival de New York pour un documentaire intitulé Dans le donjon de maîtresse Cindy. Et tout à gauche, Marina Raffenberg, qui est correspondante du Monde en Grèce et correspondante aussi pour l'AFP. Donc, merci beaucoup à vous tous de participer, de suivre. Vous allez pouvoir poser vos questions en direct, soit sur Facebook, soit par les différents réseaux sociaux sur lesquels l'Institut français est présent. Et peut-être avant de lancer et de donner la parole à Marina, je voudrais rappeler quelques éléments sur les questions migratoires. Alors, un chiffre pour commencer, 79,5 millions de personnes. Près de 80 millions de personnes dans le monde sont déracinées et vivent à travers le monde hors de leur pays, d'après les statistiques du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, l'agence de l'ONU en charge de cette question migratoire. Deuxième chiffre, en 2019, 63 000 personnes ont risqué leur vie pour gagner l'Europe. Et pourtant, nous voyons aujourd'hui à différents points de la planète des murs se dresser et finalement une question se poser, c'est sommes-nous prêts à accepter ces déplacements de population? Sommes-nous prêts à accepter l'autre? Nous allons essayer de répondre à cette question, mais avant d'y répondre, je voudrais apporter 2 autres éléments de mise en contexte qui concerne cette fois la Grèce plus particulièrement. En 2015, un peu plus d'1 million de personnes dans toute l'Europe ont essayé de rentrer donc, par les différents pays de l'Union européenne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne essentiellement. Et parmi eux, 857 000 ont essayé d'entrer par la Grèce. En 2019, il n'y a plus que 60 000 personnes qui ont essayé de rentrer. Pourquoi cette diminution? La Grèce reste une porte d'entrée essentielle dans l'Union européenne. Elle a même, entre guillemets, regagné sa première place. Mais depuis le 1er janvier 2020, cette première place correspond à 10 000 personnes. Il n'y a que 10 000 personnes qui ont essayé de rentrer dans l'Union européenne. Alors comment cette évolution a-t-elle eu lieu? Pourquoi les gens veulent-ils venir? Par où rentrent-ils exactement? Et surtout, finalement, que disent-ils, qu'expriment-ils quand ils viennent? Pour retracer, témoigner en tant que journaliste, nous avons décidé d'essayer de tracer, autant que nous sommes ici, à avoir travaillé sur cette question, la route qu'empruntent les migrants. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Marina Raffenberg, la correspondante du Monde,
et de l'AFP qui va un petit peu nous expliquer ce qui se passe sur une île en particulier, mais qui est finalement très révélatrice de ce qui se passe sur toutes les îles de Grèce. Cette île, c'est Lesbos. Marina, je vous laisse la parole. Oui, alors j'ai décidé de parler de l'évolution de la situation à Lesbos, qui est devenue vraiment un symbole parce que ça a été la porte d'entrée principale des réfugiés en Europe en 2015. Mais aussi de parler d'une façon plus personnelle des problématiques que se sont posées aux journalistes qui étaient sur le terrain à l'époque et encore aujourd'hui. En 2015, on se souvient tous des images encore très marquantes des migrants et des réfugiés qui débarquaient avec des centaines de canots sur les plages de Lesbos. On se souvient de ces plages recouvertes de gilets de sauvetage. On a encore des images très très fortes. Et en fait, nous, en tant que journalistes, à ce moment-là, on a été vraiment pris dans des événements. On vivait vraiment des moments avec beaucoup d'adrénaline. Et donc, une des questions qui se pose aux journalistes dans ces moments très intenses, c'est comment est-ce qu'on doit réagir face à des personnes traumatisées qui viennent de sortir peut-être de noyades, qui viennent de sortir d'événements traumatisants. Et aussi comment nous, on gère ces émotions. Et donc, sur la première question, c'est tout simple. En fait, il faut faire preuve d'empathie, il faut rassurer les gens à qui on fait face. Et surtout, considérer l'autre, je pense que c'est très important parce qu'on a aussi encore en mémoire des images de journalistes qui se sont précipités alors que les réfugiés venaient à peine de sortir de l'eau. Donc voilà, on est journaliste, mais on est humain, donc il y a une balance à faire sur le terrain à ce moment-là. Et donc voilà, en fait, faut pas être prêt à tout pour une belle image. Et je pense que là, le meilleur exemple, c'est mon collègue de l'AFP, Aris Messinis, qui a passé presque 1 an sur l'île et qui, lui, à bien des moments, a lâché son appareil photo pour aider les réfugiés, pour aider les enfants qui étaient dans des situations dramatiques. Voilà. Et quant à la deuxième question sur ne pas être submergé par les émotions, comme je l'ai dit, en fait, tout va très très vite, donc on n'a pas le temps d'être submergé par les émotions. Par contre, j'ai l'impression que le choc est plus grand quand on revient du reportage. Et moi, je me rappelle notamment d'être rentrée à Paris après cette expérience de 2015 et de me dire... Non, mais ici à Paris, personne ne comprend ce qui se passe aux frontières de l'Europe. Il y a une certaine indifférence. Et finalement, ce sentiment, il est positif parce que ça nous donne la rage de continuer et de continuer à informer sur ce qui se passe à Lesbos et sur d'autres îles. Après, on passe à 2016. Donc 2016, le décor il change complètement puisque c'est la mise en place de l'accord UE-Turquie. Le camp de Moria, il devient un camp fermé. Il y a un sentiment aussi d'attente des réfugiés puisqu'ils sont bloqués en Grèce désormais. Donc l'espoir qu'ils avaient en 2015 est complètement effacé. Et donc là, en 2016, nous, on doit faire de plus en plus face aux autorités, avoir des autorisations pour aller dans le camp. Évidemment, c'est pas toujours évident parce que les autorités ne veulent pas en donner. Et l'autre enjeu, c'est de continuer à intéresser sur ce sujet parce qu'il y a forcément une lassitude des lecteurs, une lassitude de nos rédactions aussi. Donc en fait c'est derrière les chiffres, derrière le contexte qu'on peut expliquer, c'est aussi raconter des histoires, raconter l'humain et trouver des angles un peu plus originaux, savoir comment est-ce qu'une femme vit dans un camp, comment est-ce qu'un enfant qui a été déscolarisé pendant près de 5 ans va faire pour se réintégrer. Donc voilà, c'est fouiller d'autres questions peut-être plus précises. Donc voilà. Donc moi en fait, chaque année je suis retournée à Lesbos, donc je vais vous parler de l'évolution. En 2017, je suis retournée à Lesbos, mais cette fois-ci avec une équipe de télévision. Et donc là, je vais un peu peut-être raconter les travers de certaines chaînes de télévision qui font souvent du drame humain une espèce de show. Et donc en 2017, c'est pareil, on pouvait pas entrer dans le camp, c'était très compliqué, il fallait des autorisations.
que les autorités ne donnaient pas parce qu'ils voulaient pas que les images d'horreur de Moria sortent. Et donc, moi, j'avais fait appel à un ami syrien qui nous avait fait entrer dans le camp, Mustapha. Et, et donc, en fait, il avait même organisé un espèce de système de sécurité, d'alerte avec ses amis pour nous avertir dès qu'un employé s'approchait de nous, etc. Et donc, je reviens au travers de la télévision, c'est que, par exemple, ce Mustapha avait été renommé par les journalistes comme terroriste et combattant du djihad parce qu'il avait eu des propos un peu déplacés. Quand on avait été voir une jeune femme qui venait d'accoucher, la journaliste avait décrété que ce n'était pas une bonne cliente parce qu'elle ne s'exprimait pas assez bien devant la caméra. Donc ça, c'est vraiment, je pense, les travers de la télévision qui, comme ils le disaient, veulent des bons clients, veulent des images, veulent des choses qui parlent. Mais en fait, quand on est à Moria, tout est dramatique, donc il n'y a pas besoin de dramatiser encore plus la situation. 2018, je retourne à Lesbos et cette fois, c'est une expérience aussi nouvelle parce que je suis accompagnée d'un interprète. Et là, c'est intéressant parce que je trouve que la maîtrise de la langue joue aussi beaucoup sur comment on peut travailler. De travailler avec un interprète, c'est avoir accès à des gens qui maîtrisent mal l'anglais, avoir accès à des gens qui voilà, sont peut-être de couches plus populaires. Et donc ça, c'était aussi intéressant. Et je me rappelle aussi, à ce moment-là, il y avait un autre réfugié qui, lui, maîtrisait l'anglais que tous les journalistes interrogeaient. C'était un réfugié iranien, Ali. Et à l'époque, j'avais cité ça dans mon article parce qu'il c'était quelqu'un de très cultivé, qui lisait Sartre et Nietzsche. Et à l'époque, je me souviens d'un commentaire sur les réseaux sociaux qui me disait mais c'est vraiment n'importe quoi, ces journalistes inventent des choses incroyables. Quel réfugié va lire Nietzsche ou Sartre? Et donc là, en fait, j'ai envie de leur répondre que finalement, sur le terrain, on est toujours très surpris et tous les clichés qu'on a s'effondrent. Et voilà, un autre cliché qui revient souvent, c'est notamment, oui, ce ne sont que des jeunes hommes qui font ce voyage vers l'Europe. Et là encore, avec nos témoignages, avec les histoires qu'on raconte depuis Moria, on voit que non, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants. Je crois qu'actuellement, il y a près de 40% d'enfants dans le camp de Moria, donc il ne faut pas oublier cela. Et donc là, on passe à la phase actuelle, à partir de l'été 2019, avec l'élection de Kyriakos Mitsotakis, et on voit qu'il y a vraiment un durcissement de la politique migratoire. L'hostilité des populations, elle augmente un peu partout, dans les îles, mais aussi sur le continent. Et ça, en fait, c'est dû aussi au langage employé par les représentants du gouvernement, parce qu'on ne parle plus de réfugiés ou de demandeurs d'asile, mais on parle de migrants ou de faux migrants. En grec, c'est lathrometanastes. Et ça, c'est quand même des termes qui jouent sur le sentiment de la population. Et en fait, moi, je pensais souvent que le politique répond à l'opinion publique qui se radicalise de plus en plus. Et là, on voit bien que le politique a un rôle sur l'opinion publique. Et voilà. Et nous, en tant que journalistes, notre rôle, je dirais, il est encore plus grand en ce moment parce que justement, on doit essayer de plus en plus de combattre les fake news, de combattre ces clichés qui sont récurrents. Merci beaucoup, Marina, pour cette présentation très précise et aussi d'avoir rappelé le point central, un des points centraux de cette question qui est l'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie, plus exactement la déclaration entre l'Union européenne et la Turquie du 18 mars 2016 et à partir de laquelle en fait le nombre de migrants qui ont essayé de venir en Europe a diminué. Même si le nombre a diminué, la plupart ne veulent pas rester en Grèce. La plupart veulent gagner d'autres pays d'Europe. Alors, est-ce qu'ils
comment se passe leur passage en Grèce, quelles sont leurs principales préoccupations, quelles sont leurs principales inquiétudes, pour répondre à ces questions, pour essayer de comprendre un peu comment se passe ce passage dans cette terre qu'est la Grèce, sur cette terre qu'est la Grèce. Je passe la parole au journaliste de Solomon, Stavros, qui va nous expliquer tout ça. Je voulais dire que ce que nous venons d'entendre était très intéressant et cela me donne la possibilité à mon tour de reprendre le cadre que vous avez vous-même fixé. Je vais commencer par la déclaration commune entre l'Union européenne et la Turquie. C'est quelque chose qui concerne les îles, bien sûr, mais pour l'intérieur du pays, ceci a une importance cruciale. C'est une déclaration qui prolonge la période au cours de laquelle les demandeurs d'asile sont obligés de rester sur les îles en raison de certaines formalités. Théoriquement, lorsqu'ils arrivent à l'intérieur du pays, sur le continent, qui peut être d'1 ou 2 ans de séjour dans des conditions qui ont été décrites à Moria ou dans différentes tentes, comme l'a dit Marina, on pourrait croire qu'ils sont arrivés à leur objectif, c'est-à-dire à leur destination. Mais là, en réalité, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, la plupart d'entre eux partaient pour une autre destination. Et ceux qui restent en Grèce, c'est le hasard qui les a amenés là. Et donc, leur séjour, et à ce stade-là, leur séjour en Grèce, et on serait en droit d'espérer qu'il y ait un certain calme, mais il y a quand même un aspect éphémère, provisoire. Donc, il y a très peu de programmes qui ciblent et qui visent à aider ces personnes à rester ici, soit en les intégrant sur le marché de l'emploi, soit par l'apprentissage de la langue. Le fait d'être demandeur d'asile, et aussi pour des raisons sur lesquelles je m'arrêterai un peu plus tard, la Grèce est une sorte d'étape, une étape en ce qui concerne leur comportement social, par exemple. Dans de nombreux cas, il n'y a pas... Ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne souhaitent pas s'intégrer. Donc, pourquoi apprendre le grec? Puisque moi, je veux aller en France ou en Allemagne où je veux travailler. Donc, il n'y a pas de raison pour moi d'apprendre le grec. Et c'est eux-mêmes, dans une certaine mesure, qui choisissent leur destination et ils essayent de rester, quand ils auront rassemblé la somme nécessaire qui leur permettra de partir. À un certain moment, les frontières de l'Europe étaient ouvertes, on pouvait les passer, les traverser, ces frontières. Actuellement, la seule possibilité de partir de la Grèce, c'est la seule façon que nous connaissons, c'est avec les passeurs. Et nous connaissons ce problème. Sur la base des données de la police, dans l'Evros, à Patras, où ils essayent d'entrer dans les différents bateaux pour aller en Italie, il y a plusieurs données et l'accord entre la Turquie et l'Union européenne a joué un rôle très important sur ce type de passeurs et sur leurs activités. Ceux-ci seront un point essentiel, je pourrais dire, pour ces personnes qui veulent passer d'un pays à l'autre. On a vu des scènes sur la place Victoria à Athènes. Là aussi, il y avait beaucoup de familles, des hommes, des enfants qui étaient obligés de rester dans la rue, de vivre dans la rue. Et ils venaient des îles très souvent. Et nous, à Solomon, où il y a plusieurs communautés, on leur avait promis des appartements, des hôtels même. Et cette situation est difficile. Et un ami qui est venu de l'Afghanistan il y a quelques années, ils disent que c'est une joie pour les passeurs, c'est une aubaine pour les passeurs, parce que on connaît qu'il y a plusieurs places Victoria, il existe aussi en Turquie, et c'est une plateforme où se retrouvent les passeurs, et c'est là où les migrants peuvent trouver un travail de façon provisoire, une sorte d'abri, si vous voulez, et c'est là que les passeurs se trouvent et circulent actuellement sur la place Victoria. Il y a des annonces en farsi et en arabe qui offrent illégalement des appartements, des locaux. Et souvent, ces méthodes, donc utilisées par les passeurs, amènent à une forme d'exploitation qui soit au niveau de l'emploi, soit aussi ce qu'on avait vu à nouveau sur cette même place, une exploitation sexuelle avec des mineurs.
Et une autre partie aussi importante qui est importante pour le pays, cela concerne les mineurs non accompagnés, des enfants qui sont arrivés ici seuls. Ça, c'est une catégorie très spécifique. Cela veut dire que une question essentielle et cruciale qui peut nous montrer l'ampleur du problème et de ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il n'y a pas un nombre exact de ce nombre de mineurs non accompagnés circulent en Grèce. La Grèce ne la connaît pas, ce nombre, ni l'Union européenne, ni Interpol. Personne ne peut nous dire actuellement quel est le nombre d'enfants de 15 ans, 16 ans, sans famille, qui ne connaissent même pas la langue et qui ne connaissent personne, se trouvent en Grèce. Il n'y a que des évaluations approximatives et douteuses en ce qui concerne ce nombre. À peu près 5 000, on parle de 5 000. Maintenant, on imagine que ça peut être ça peut être le double. Et je voulais parler plutôt de ces jeunes enfants ou de ces adolescents avant. Je voulais parler précisément de ces jeunes parce que nous pensons qu'à partir du moment où ils se trouvent dans le pays, dans l'intérieur du pays, dans la mesure où il y a des lieux d'accueil, qu'ils peuvent être scolarisés, et bien sûr, les places dans les foyers ne suffisent pas. Mais il y a quand même certaines actions qui ont été entreprises. Mais en suivant ces enfants pendant 1 an à peu près, dans le cadre de ce que nous faisons à Solomon, et nous avons suivi cette question pendant plusieurs mois, et cette précarité existe aussi pour ces enfants. Ils peuvent être dans un lieu d'accueil, ça peut être une certaine sécurité pour eux, ça peut leur permettre aussi d'être scolarisés, mais ça ne suffit pas. Parce que souvent, il y a une pression de la part des familles, de leur pays, pourquoi est-ce que, par exemple, tu te trouves encore en Grèce et pourquoi tu n'es pas en France où tu pourrais travailler? Voilà quelle est la pression. Pourquoi est-ce que tu es encore en Grèce? Il y a des exigences de leur part. Et souvent, il y a de l'argent l'argent qui a été prêté par la famille pour permettre à ces jeunes d'aller dans un pays tel ou tel pays. Et cela crée certains conflits, certains troubles psychologiques et psychiques chez ces enfants. Ces enfants, ces adolescents, on ne sait pas exactement le nombre, je l'ai déjà dit, et ils n'ont même pas été inscrits, car ils essayent de poursuivre leur voyage vers un autre pays. Ils ne veulent pas s'inscrire, justement pour ne pas rester piégés dans le système grec. Et ils sont exposés à toute forme d'exploitation imaginable. L'image que nous avons sur la base de notre recherche, c'est qu'il y a des centaines d'enfants qui travaillent, des jeunes qui travaillent dans les champs, sur les oranges, pour la cueillette des oranges, des fraises ou des mandarines, pour assurer leur survie ou pour rassembler l'argent nécessaire qui leur permettra éventuellement de partir du pays et de passer la frontière. En fait, il y a une intrication, si vous voulez, d'intérêts ou de problèmes. Et d'une façon générale, ce qui domine chez la plupart de ces jeunes, c'est de poursuivre leur voyage vers la frontière et d'arriver en Europe ou dans d'autres pays d'Europe et de trouver la véritable destination d'une certaine façon. Merci beaucoup, Stavros, d'avoir fait ce point très complet qui montre en effet les réseaux qui existent et aussi finalement en trame les raisons pour lesquelles ces réseaux peuvent se développer, le tissu sur lequel ces réseaux peuvent se développer. Et évidemment, les mots qui ont été utilisés sont des mots très forts. On a parlé de passeurs, on a parlé d'exploitation, on a parlé de gens qui dorment dans la rue, de pression aussi. Tout ça renvoie peut-être à une autre question qui est celle de la violence, de ce qui se passe aux frontières. C'est-à-dire que venir en Grèce, je crois qu'il faut bien le comprendre, n'est pas du tout une partie de plaisir. Passer en Europe n'est pas du tout une partie de plaisir. Comme l'ont montré les deux intervenants précédents, c'est une contrainte et elle se heurte régulièrement à d'autres types de violences dont Mariana va nous parler. J'étais en train de chercher à côté de moi, mais va nous parler en face. Καλησπέρα σε όλους. Bonsoir à tous et à toutes.
Oh, je n'ai pas commencé tout de suite à prendre la parole. Ma présentation d'aujourd'hui, en ce qui concerne la violence à la frontière, je voudrais parler de la violence aux frontières, qui est le thème sur lequel je mène une recherche. La raison pour laquelle j'ai choisi au niveau universitaire de développer ce thème, c'est parce que ce que j'ai vu et vécu en faisant des reportages aux frontières. Depuis 2015, en commençant par les domaines qui se trouvent pour tout suivre cette question migratoire et le connaissent cet endroit, cette ville qui se trouve entre la Grèce et la Macédoine du Nord. Et au cours des plusieurs années, j'ai suivi cette question, que ce soit en Grèce ou ailleurs. Les conclusions auxquelles j'ai abouti lors de cette recherche, c'est que l'existence même d'une frontière provoque une violence en soi. Et tout cela, c'est une violence, cet ensemble. Ma recherche examine deux types de violences en ce qui concerne la frontière, celle qui est visible et celle qui est invisible. Cette violence visible, c'est celle que nous voyons chaque jour. Par exemple, au cours de ces derniers mois, on voit de plus en plus de recherches qui portent l'accent sur les retours clandestins, les pushbacks. Refoulement et c'est une procédure qui est totalement illégale, ce type de refoulement, sur la base des traités internationaux, mais qui sont acceptés par la Grèce aussi, qui exerce ces procédures, mais aussi par l'Union européenne, qui ferme les yeux et qui ne parle pas de cette question. Nous avons l'autre violence qui est provoquée par les mesures de protection des frontières. Lorsque nous ne voulons pas l'autre, nous ne voulons pas que l'autre entre chez nous et on le présente comme un intrus, comme un être violent. Et l'exemple le plus récent que nous avons vu, c'est ce qui s'est passé à Lévros en février-mars, avant la pandémie. Malgré tout, cette question, c'est quelque chose quand même que nous observons et que nous suivons depuis de nombreuses années. Ce n'est pas nouveau. Et j'ai d'ailleurs une vidéo à vous montrer que j'avais tournée à la frontière entre la Grèce et la Macédoine du Nord, dans cette région des Doménies. Cette vidéo a été tournée quelques semaines après l'application de l'accord entre l'UE et la Turquie, comme l'ont dit Stavros et Marina. Et cette vidéo montre l'indignation, le désespoir des gens par rapport à tout ce qui s'était passé à cette période. Cette région, cette partie de la frontière donnait un espoir qui a disparu après cet accord entre l'UE et la Turquie. Et on croyait que la frontière allait s'ouvrir et que les gens pourraient passer. Mais ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas passé. Et tant que cet espoir s'efface ou recule, plus l'exaspération augmente et il y a des cas comme ceux que nous avons vus de violence et d'altercation. Malgré tout, la violence visible n'est pas, selon moi, la chose la pire qui puisse se passer en ce qui concerne la frontière. C'est la violence invisible, celle que nous ne pouvons pas voir, qui est la plus dangereuse. Et cette violence et les conséquences de cette violence ne sont pas visibles d'emblée. Par exemple, tous ceux qui viennent en Grèce, ou la majorité de ceux qui entrent en Grèce, viennent de régions de conflits, où il n'y a pas encore des conflits réels dans certains de ces pays, mais la violence continue à exister dans leur pays d'origine. Ces personnes, donc, souffrent de différents traumatismes.
Et les répercussions de l'accord entre l'UE et la Turquie a été de mettre un terme à l'arrivée de ces personnes, à l'entrée de ces personnes. Et les gens qui se trouvaient déjà en Grèce, ils sont restés plus longtemps. Et ce trauma, donc, qui existait entre eux, s'est aggravé et avait encore beaucoup plus de séquelles ou de conséquences. Et nous avons vu des personnes qui souffrent de stress post-traumatique qui se traduit très souvent par l'inertie totale. Il y a dans des interviews, des entretiens que j'ai fait l'été dernier avec les Médecins sans frontières, on nous avait dit qu'il y a des enfants qui qui tentent de se suicider. Des enfants jusqu'à 2 ans même. 2 ans. C'est quelque chose d'inconcevable, mais c'est vrai, c'est la réalité en raison des politiques violentes de l'UE et des politiques d'asile qui sont suivies appliquées par la Grèce. Je voudrais donc conclure, parce que sur cette question, je pourrais parler pendant des heures, mais je voudrais quand même conclure avec une citation qui a été dite par de nombreux réfugiés. C'est quelque chose qui est constamment répété par les réfugiés. Ces déclarations. Ils disent, nous sommes partis de la guerre, nous avons quitté la guerre pour trouver une nouvelle guerre. Et cette nouvelle guerre, c'est une guerre psychologique, nous ont-ils dit. C'est avec ces mots que je voudrais conclure et peut-être passer à Irène par la suite et ensuite reprendre les questions que nous avons soulevées les uns et les autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mariana, pour ces propos précis qui montrent bien effectivement que la frontière est un lieu où s'exercent des violences physiques, mais est aussi un lieu de violence symbolique et notamment de violence psychologique. Et dans ce cadre-là, malgré tout, un certain nombre de migrants parviennent à arriver en France, par exemple, et retrouvent parfois des camps, comme celui de Sangatte. Alors, Irène Omelianenko a beaucoup travaillé sur la situation des migrants, notamment sur la situation des migrants en France. Et je vous laisse, Irène, la parole pour nous expliquer ce que ces jeunes ou ce que ces migrants en général veulent faire quand ils arrivent finalement, peut-être pour se poser la question de savoir si ces camps sont la destinée des migrants, quelle que soit l'étape de leur route. Merci Fabien. Avant de parler des camps de migrants en France, je voudrais vous faire partager une première expérience en lien avec les frontières. Je suis documentariste, j'ai travaillé à France Culture de longues années et j'ai pu travailler plusieurs mois avec un réalisateur, Mehdi El Hadj, sur le sort fait aux sans-papiers, comme on les appelait alors. J'avais choisi de m'intéresser essentiellement aux femmes, mais tout d'abord nous sommes partis à Menton suivre une équipe de la police aux frontières dans son exercice de détection des clandestins. Alors imaginez, nous sommes dans le sud de la France, à la frontière d'Italie, un train s'arrête et l'équipe de policiers a 10 minutes pour repérer et faire sortir du train les sans-papiers. Je vous propose que nous les suivions ensemble durant 1 minute. Passeport. Passeport. Bonsoir. Passeport. Ah ouais, alors montre-le. Nationalité. Marocain. Marocain. Vuoi andare al paese? Passeport. Non c'è. Non passeport. No. Il n'y a pas de passeport. Là. Ouais, il était planqué dans les couchettes. Marocain. Alors le passeport. Permis de séjour. Non, non c'è. Non. Visa. Non. Bon, allez. Allez, non, on discute pas, il y a le train qui doit partir, allez. Allez. Police. Passeport. Passeport. Pas de passeport. Toi non plus. Pas de passeport.
Allez, prenez les sacs. Allez, prends le sac. Oui, il est parmi ces jours. Hein? Allez, pas de sac? Sac. Voilà, c'est le dernier son qu'on entend, c'est le bruit des sacs en plastique que presque toutes ces personnes en errance avaient, où elles cachaient quelques biens qu'elles pouvaient avoir. Alors c'est un documentaire qui a été diffusé en 2001 dans Le Monde en Soi, et ce documentaire m'a conduite également au camp de Sangatte. Le camp de Sangatte, c'est un camp où se regroupaient en fait les exclus de l'espace Schengen pour tenter la traversée vers l'Angleterre. Là, j'ai rencontré beaucoup de femmes, Louisa, Maria, Mariana, Sofia et Lise Nasri, et toutes incarnaient réellement le prix payé par les femmes. Elles étaient une manne à exploiter pour du travail au noir, pour des abus sexuels. Alors pour vous situer le camp de Sangatte, en 2001, il existait depuis 2 ans. C'était le gouvernement Jospin qui avait créé ce centre d'hébergement et d'accueil d'urgence humanitaire qui était confié à la Croix-Rouge. C'est un espace qui appartenait à Eurotunnel, il était prévu pour 200 personnes. Quand j'y suis allée par 2 fois cette année-là, il y avait des Afghans, des Iraniens, des Irakiens, des Kurdes, des Kosovars. Ils n'étaient pas 200, mais peut-être 1000 dans mon souvenir. Je revois très bien ce grand bâtiment avec beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants, avec des séparations de fortune pour les familles, un coin réservé aux soins médicaux, des traducteurs, il y avait de l'eau et de quoi manger. Et ce qui me semblait infernal à ce moment-là, au regard de la suite, était presque humain. Alors tous les soirs, les migrants et certaines migrantes tentaient de monter sur un train de marchandises allant vers Londres. Ils quittaient le camp, traversaient l'autoroute, ils devaient enjamber les rambardes, et après une brève course, ils attendaient le bruit du train avant de se lancer dans ce qu'ils appelaient un assaut, au cri bien souvent d'Allahu Akbar. Et puis, très vite, le ministère de David Blunkett en Angleterre a protesté et Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, a fermé Sangatte le 16 décembre 2002. Évidemment, les immigrés illégaux ont continué d'affluer. Une autre histoire s'est écrite, mais curieusement en France, un certain silence s'est installé. Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, Marina, en 2005, elle n'avait même pas entendu parler de mon documentaire. Une autre histoire s'écrit, et 10 ans plus tard, le 3 octobre 2013, quand près de 400 migrants se sont noyés et qu'une centaine de corps sont retrouvés sur les plages de Lampedusa, c'est comme un électrochoc en France. À l'époque, je m'occupais de l'émission sur les docks, et nous avons lancé une grande série documentaire. Nous sommes allés à Lampedusa, à Lesbos, mais aussi en France, et notamment dans cette zone qui regroupait en fait Sangatte, Coquelles, Grande-Synthe, Calais, qui, selon Médecins du Monde, abritait le pire camp de réfugiés au monde et qu'on a baptisé, non pas camp, mais la jungle de Calais. Début 2016, avant son démantèlement, Pascal Tissot et Guillaume Baldi y étaient allés pour suivre le quotidien d'enfants kurdes, afghans, irakiens, érythréens, qui étaient parfois avec leurs parents et parfois seuls. La situation était terrible. Je rejoins ce qu'ont dit tout à l'heure Stavros ou Marina, vraiment, et Mariana du reste, viol, prostitution, trafic, passeurs. Alors la société civile a riposté, des juristes et des avocats spécialisés se sont relayés pour les aider. Ces jeunes qu'on considérait comme des pardiens gênants voulaient être avocats, journalistes, médecins, enseignants, étudiants. Ils voulaient se marier, ils voulaient vivre en paix avec leur famille, enfin réunis. En 2017, la jungle est rasée. Il y a environ 10 000 migrants dans ce qui ressemblait à un bidonville. Alors du coup, on a pu parler dans la presse des autres endroits où les regroupements ont eu lieu, parce qu'on ne parle même plus de camps. À plusieurs endroits dans Paris, comme à Stalingrad par exemple, dans le nord de la capitale, 4000 migrants s'étaient installés. Ils ont été évacués en novembre 2016. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a ouvert un autre camp humanitaire d'accueil de réfugiés aux abords de la porte de la Chapelle. Je vous dis le chiffre, 400 places. Évidemment, il est très vite saturé. Et les migrants apparaissent définitivement dans l'espace public, alors qu'en parallèle, le gouvernement promet de vider, c'est ce terme, le nord-est de la capitale, de ces camps insalubres. Ces campements, aux conditions réellement innommables, se reconstituent et sont régulièrement évacués, et le gouvernement prépare des mesures sur l'asile. Je dois citer aussi les migrants qui arrivent d'Italie par la montagne.
En France, le journaliste Raphaël Kraft, en automne 2015, a décidé, parce qu'il a appelé un acte de désobéissance civile, d'aider 2 Soudanais qui s'appelaient Satellite et Adèle à franchir la frontière. Il en a fait un documentaire et un récit intitulé Passeurs. Alors aujourd'hui, environ 500 000 personnes sans papier sont présentes sur le sol français. Parallèlement, je crois que c'est à peu près 4 millions sur le territoire de l'Union européenne. Elles vivent dans des conditions précaires, inadmissibles, et rendent impossible le respect des mesures préconisées par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre la diffusion du coronavirus. Pour finir, j'aimerais revenir à Sangatte, où j'ai tenté moi aussi de faire cette traversée vers l'Angleterre avec Mehdi El Hadj et plusieurs sans-papiers. Nous étions 100, 20 sont passés, je n'ai pas fait partie du lot, j'ai été arrêtée comme tant d'autres par la police, avec une femme que je souhaite vous faire entendre parce que je pense qu'elle résume tout à fait cette violence invisible qui a été évoquée par Mariana tout à l'heure. Elle s'appelle Nasri. You know that because today 7 of my friends can go to England. But because yesterday I have to go with this person, that's during that time, I go there with this person, 7 En plus, il y a 2 jours, 7 de mes amis sont passés en Angleterre. J'aurais dû être avec eux et je ne pouvais pas. I have to try again tonight and tomorrow. I don't know what's happening for me. Je dois essayer encore cette nuit. Demain, je ne sais pas. 5 days I couldn't eat anything. J'ai perdu du poids. 6 kilos au moins en 5 jours. Je ne peux pas manger. Ce n'est pas une situation normale. Tout me fait peur. Sometimes I think, what's my name? Why I have a name? Why? When I don't have anything, why I have name? What's the meaning of my name? What's the meaning? When you are not Pourquoi ai-je un nom? Pourquoi? You don't have any human right. Qu'est-ce que ça veut dire, Nasri? Quand on n'a aucun droit humain, un nom. Ce serait mieux de ne pas en avoir. Maintenant, quand on me demande comment je m'appelle, j'ai envie de répondre. Je n'ai pas de nom. Pas de pays pour vivre. Et puis je me répète, Nasri, tu dois te battre. Voilà, c'est ce que je peux vous transmettre depuis mon expérience de documentariste sur les camps de migrants en France. Cette femme iranienne, Nasri, que je revois très bien, qui avait les cheveux courts, qui était brune, elle était vêtue tout en noir, elle était épuisée. Cette femme qui venait d'Iran, elle me hante. Je considère que nous vivons une période où la destruction de l'humain est terrible, au point de vouloir perdre son nom. Et je ne pense qu'une chose, il faut vraiment démocratiser les frontières. Merci beaucoup Irène pour ce témoignage personnel et aussi ces témoignages rapportés, très poignants, qui font écho à une chanson de Juliette, de la chanteuse Juliette, qui a écrit une chanson qui s'appelle Aller sans retour, dont je voudrais juste citer le refrain. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour. Je vous invite d'ailleurs à écouter la chanson dans son ensemble. Et par rapport à ce témoignage que l'on vient d'entendre, je voudrais aussi donner un deuxième élément de contexte. Irène a parlé de 400 000 personnes sans papier sur le territoire de l'Union européenne. La population de l'Union européenne s'élève, selon Eurostat, à 513 millions d'habitants. 400 000, 513 millions. Deuxième donc élément de contexte que je me permets de souligner. Et la troisième chose, avant de parler autour des questions entre les personnes à la tribune, si je peux m'exprimer ainsi, troisième chose, on a entendu que ce qui paraissait insupportable était presque humain.
Il s'agissait du camp de Sangatte. Des chiffres ont été donnés, par exemple, un camp construit à Sangatte pour 200 personnes, occupé par 1000 personnes. Aujourd'hui, à Moria, le camp est construit pour 3500 personnes à peu près, et selon les différentes ONG, selon la municipalité, environ 20 000 migrants vivent sur un espace qui a évidemment débordé sur une oliverie. Et la proximité des mots est aussi importante puisque, comme à Calais, le terme qu'emploient tous les migrants pour décrire l'endroit où ils vivent est le mot jungle. Ils parlent de la jungle de Moria. Alors, tous ces propos, toutes ces petites phrases m'amènent à poser d'abord une première question. Et peut-être, je voudrais commencer par Stavros, qui nous a bien expliqué les réseaux mis en place, mais aussi finalement, en prenant l'exemple de la place Victoria, comment un certain nombre de trafics pouvaient être presque visibles à l'œil nu. Est-ce qu'il y a, comment dire, finalement une vraie volonté politique d'arrêter ces réseaux? Est-ce qu'il y a des actions menées contre ces réseaux? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se passe? Et le pendant de cette question, les migrants qui viennent, Marina tout à l'heure nous a expliqué que certains d'entre eux étaient qualifiés à tort de djihadistes, que des clichés étaient utilisés pour les dénigrer. Et donc, est-ce que ces migrants sont conscients des, comment dire, peut-être des toiles d'araignées maléfiques dans lesquelles ils tombent en tombant dans les griffes de ces passeurs? Oui, en réalité, au niveau théorique, on pourrait dire qu'il y a certaines mesures prises afin de faire face à ce type de circuits et de réseaux. Il y a certaines choses qui sont faites et certains ministères, d'ailleurs, lorsque des choses sont faites, le mettent en relief. Une réponse brève à cela serait que, et je crois aussi que c'est compréhensible, quelqu'un veut partir, il partira. Et lorsqu'il n'y a pas de voie légale afin de lui permettre d'aller là où il veut, il va essayer avec moins de certitude, en prenant plus de risques. Les circuits, donc les réseaux, fonctionnent dans tous les pays. Et ils sont liés les uns aux autres avec tous les pays. Et la Grèce peut être une deuxième ou une troisième destination à laquelle quelqu'un va arriver, le pays dans lequel quelqu'un va arriver. Et la plupart des journalistes seront d'accord avec ça. Mais dans une très large mesure, ces réseaux, lorsque la barque part de Turquie vers la Grèce, les passeurs ne seront pas sur ces barques avec les passagers, mais il y aura confié à quelqu'un, un homme en général, quelquefois seul, parce que s'il est arrêté, il ne va pas non plus impliquer d'autres familles ou d'autres personnes. Et il y a aussi beaucoup de naufrages, bien sûr, et d'accidents. Et certaines personnes, quelquefois qui n'ont aucune connaissance de ce type de traversée, arrivent à piloter ces barques, ces embarcations. Lorsque quelqu'un doit s'adresser à ces passeurs, ils offrent un service, entre guillemets, c'est-à-dire ils vont aider ces personnes à aller là où ils désirent aller. Mais nous avons vu aussi à Solomon, dans les entretiens que nous avons faits pendant plusieurs mois, nous avons vu qu'il y a une sorte de relation qui s'installe et qui va faire que ces personnes, ces migrants vont être victimes d'exploitation, ils vont être victimes d'imposture. Et il y a des cas bien connus que tout le monde connaît, qui ont été présentés. Il peut y avoir des viols, bien évidemment, au cours de la traversée. Ça peut être aussi la façon dont on vend une forme de protection à certaines femmes. Il y a des enfants qui sont obligés de faire certaines choses qu'ils ne veulent pas faire. Il y a beaucoup de violence inhérente à ce type de passage qui est très intense à tous les niveaux, à tous les stades.
les histoires que nous écoutons, dans une très large mesure, incluent des hommes qui ont souffert, des hommes et des femmes qui ont souffert. Récemment, d'ailleurs, nous avons parlé à certains d'entre eux ou d'entre elles. Ce n'était pas un djihadiste, c'était quelqu'un qui était encore un adolescent et qui avait été torturé, je pourrais dire, car il résistait au régime qui régnait dans son pays. Et il y a des histoires qui véhiculent beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et je crois aussi que les conditions dans lesquelles ils sont forcés de vivre et d'entrer aussi en relation avec certains passeurs, certaines bandes, et nous le savons, qu'ils gèrent une forme de criminalité qui est plus lucrative que le commerce des armes ou de la drogue, et ils forcent de nombreuses personnes à s'adresser à ce type de réseau, à ce type de circuit, et cela est extrêmement risqué, extrêmement dangereux. Pour les intervenants qui sont en caméra ou en visioconférence, que vous pouvez interagir, donc Irène et Mariana, hein, faites un signe, je vous vois. Et la deuxième chose, c'est que je répète que tous les auditeurs, téléspectateurs, peuvent poser des questions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram aussi. Bref, nous prenons vos questions. Je vais rebondir sur ce qui se passe. Est-ce que, Irène, c'est ce que vient de décrire Stavros est aussi visible dans les camps en France? Quelle est un petit peu la situation des migrants qui veulent quitter ces camps en France? Je vais faire un petit rectificatif d'abord parce que j'avais dit qu'il y avait 500 000 migrants en France et 4 millions en Europe. On est quand même dans des gros chiffres, on n'est pas dans des milliers. Ou alors je me suis trompée tout à l'heure, mais voilà. Donc la situation des migrants en France, alors en fait, elle a été prise en main. Il y a des gens comme Michel Agier qui s'est beaucoup battu encore récemment pour que, avec le coronavirus, on accorde des cartes de résident aux personnes migrantes pour qu'elles puissent accéder à un travail, avoir un logement. On n'y est pas tout à fait. Par contre, il y a une mesure qui a été mise en place et que j'ai pu observer dans un tout petit endroit de la France qui s'appelle la Creuse, à laquelle je suis très attachée, qui est vraiment au centre du Massif central, qui en gros est la zone de campagne où vous ne vous attendez absolument pas à voir arriver des migrants. Et en fait, puisqu'il y a eu une politique d'immigration qui voulait maîtriser ce qu'on appelle les flux migratoires, je rappelle qu'on parle d'humains, enfin bon, des flux migratoires, en Creuse, des migrants sont arrivés. Ils ont été accueillis dans des centres d'accueil et d'orientation à Guéret et la Souterraine, deux villes creusoises. En gros, il y avait 60 places. Hein, donc on est dans une petite arrivée. Et à partir de là, à partir du moment où ils avaient le statut de réfugiés, ils partaient dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, un à Guéret qui avait 50 places, un autre à la Souterraine qui avait 40 places et un autre à Péral-Château. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les passeurs, ils sont loin, parce que de la Creuse, si vous voulez, vous pouvez passer les frontières du département, elles vous amènent au nord ou au sud de la France et tout. Mais par contre, il y a réellement eu une forme de rejet pour certaines familles. Les migrants qui étaient venus étaient principalement de Syrie, d'Éthiopie, d'Afghanistan, d'Irak et d'Albanie. Alors les familles qui sont arrivées de Syrie ont eu tendance à rester dans le département parce qu'elles arrivaient en famille avec les enfants. Il y avait des maisons qui leur étaient proposées, elles sont restées. Mais tous les réfugiés qui sont arrivés de Calais, ils étaient 74 il y a 1 an et demi, il n'y en a plus un seul, ils sont tous repartis. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils voulaient, c'était partir pour l'Angleterre. Et donc là, les passeurs auront encore la main belle pour permettre ces passages, à supposer qu'ils y arrivent. Et dans vraiment ce que j'ai pu entendre, il y a une grande ambiguïté dans le domaine des passeurs. Comme je pense dans toutes les zones d'ombre, moi j'ai tout de suite pensé aux gens, à la collaboration pendant la guerre, etc. C'est très étonnant comme
des gens sont à double face et vont utiliser un poste public et puis de l'autre côté, et puis il y a passeurs et passeurs. Les passeurs qui faisaient passer la ligne de démarcation pendant la guerre contre un peu d'argent, il y a ceux-là, puis il y a ceux qui tuaient les gens pour prendre l'argent qu'ils avaient dans leur valise, quoi. Et on est dans la même ambiguïté aujourd'hui. Mariana, on vient d'entendre parler des migrants qui sont beaucoup des Syriens, des Afghans, etc. Sur l'île de Lesbos, vous avez croisé plusieurs migrants. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qu'ils expliquent? Pourquoi quittent-ils leur pays? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les témoignages que vous avez? Quelles sont les raisons essentielles de leur départ, les causes de leur départ? Non, mais il faut pas. En fait, je pense que actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une rhétorique qui est celle de désigner les gens qui viennent en Europe comme des migrants et donc pas des réfugiés. Mais en fait, quand on est à Moria, on se rend bien compte qu'ils ont tous un profil de réfugiés. Enfin, ou peut-être à 90%, ils ont un profil de réfugiés. Donc, actuellement, la majorité des réfugiés à Moria viennent d'Afghanistan, ensuite de Syrie. Donc, enfin, c'est des zones, de toute façon, c'est des zones en guerre. Après, évidemment, on voit que certains pays européens aussi ont requalifié selon les destinations des réfugiés, s'ils sont oui ou non réfugiés. Et là, c'est tout un débat parce que l'Afghanistan, par exemple, certains pays ne considèrent plus les Afghans comme des réfugiés. Donc on a vu même des pays comme le Danemark, par exemple, renvoyer des Afghans chez eux. Et là, donc, c'est le problème de cette définition qui est difficile, mais en tout cas, c'est des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles, de guerre, de discrimination, de persécution. Ça peut être aussi des gens qui font partie d'une minorité dans un pays a priori qui n'est pas en guerre, mais voilà, ça peut être des minorités, par exemple LGBT, ça peut être des minorités religieuses qui se font persécuter dans leur pays. Et c'est actuellement aussi une question qui se pose en Grèce parce que justement le gouvernement a réformé l'asile et ils prennent des critères sur les nationalités sans prendre en compte justement ces questions plus délicates sur les minorités, sur voilà, sur la religion, sur la sexualité. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme de mise à distance de la Convention de Genève qui établit le droit des réfugiés et qui caractérise en réalité les réfugiés. Est-ce que justement cette question des réfugiés, des gens qui quittent leur pays pour des raisons contraintes, que ça peut être des guerres, ça peut être leur orientation sexuelle, comme vient de le rappeler Marina ou d'autres, quels sont les impacts de ces situations sur la situation psychologique, sur l'état psychologique des migrants, Mariana cette fois, donc quel est l'état psychologique des migrants quand ils arrivent? On parlait tout à l'heure de grands cas d'un grand nombre de personnes qui veulent, qui tentent de se suicider. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je ne sais pas si la question est passée, si vous m'entendez en fait. Je crois que ça ne marche pas. J'ai commencé à le dire tout à l'heure, mais mon micro ne marchait pas. Tout d'abord, la Convention de Genève doit être révisée parce que elle utilise des termes qui peut-être ne sont pas les plus appropriés. Par exemple, elle n'inclut pas cette convention les réfugiés qui viennent de zones qui sont détruites pour des régions environnementales. Mais d'après la question que vous m'avez posée, et pour y répondre, même si un migrant arrive en Grèce, par exemple, sans
sans manifester de trauma psychologique, parce que pendant le voyage, le traumatisme n'est pas évident, n'est pas visible, il reste dissimulé jusqu'à ce qu'il arrive à sa destination en cours de route. Mais malgré tout, s'il y a certains troubles, certains problèmes pendant le voyage, le traumatisme surgit à nouveau, apparaît à nouveau. Et cela apparaît dans les camps, dans les îles, à Moria, évidemment, mais aussi dans les autres camps qui se trouvent à l'intérieur du pays, dans le pays où la situation paraît plus normalisée. Mais ce trauma psychologique, on peut aussi le retrouver pour tous ceux qui vivent dans les villes. Marina s'est référée aux communautés. Je connais des personnes qui ont été maltraitées, mais personne ne s'en occupe. Je connais aussi d'autres personnes, d'autres migrants qui sont partis, qui ont quitté leur pays. Leur demande d'asile a été rejetée à 2 reprises. Et ils restent en Grèce, elles restent en Grèce sans rien savoir. Donc, pour moi, ce qui paraît le plus troublant, et c'est cet entretien dont j'ai parlé tout à l'heure que nous avons fait avec les Médecins sans frontières. Jamais je ne m'attendais à entendre et à apprendre que des enfants aussi jeunes, et on parle d'enfants de 2 ans, puissent faire des tentatives de suicide. Cela me paraît inconcevable. Peut-être qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, mais ce qu'ils provoquent chez eux, cette blessure, c'est tout à fait une tentative de suicide, à proprement parler. Et cela a contribué, la Grèce y a contribué, ainsi que l'Union européenne. Et les gouvernements précédents et les gouvernements actuels, c'est tout à fait évident, tout cela. Et l'Europe ne veut pas de ces personnes, c'est évident. Même si elle est en mesure de les recevoir, elle ne les veut pas. Elle ne veut pas les recevoir. Je ne sais pas si cela répond à votre question. Ça apporte beaucoup d'éléments de réponse, en tout cas. Justement, l'Europe ne veut pas les recevoir. Alors, j'avais entendu tout à l'heure, Irène, 400 000 sans-papiers. C'est pour ça que j'avais redonné ce chiffre, mais j'ai dû mal entendre. Et j'en suis désolé si j'ai mal entendu. En tout cas, l'Europe ne veut pas les recevoir, vient de dire Mariana. Irène, à votre avis, est-ce vous qui suivez depuis longtemps cette question des migrations, est-ce qu'il y a une tendance à rejeter les migrants? Comment la situation évolue sur une vingtaine d'années? Est-ce que finalement une Europe qu'on peut appeler parfois Europe forteresse est en train de se renforcer? Alors c'est intéressant, vous me posez la question avec ce mot migrant. Ce mot migrant, il est récent en fait. C'est François Hartog avec qui on avait travaillé pas très loin d'Athènes, sur l'île de Tinos l'été dernier, en réfléchissant à ce mot de frontière, à ce qu'il voulait dire, à comment les frontières étaient entre guillemets gérées, utilisées aujourd'hui. Et il avait pointé quelque chose moi, qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, du reste, moi, dans mon premier documentaire, je l'avais appelé la valse des sans-papiers. Sans-papiers parce que c'était des femmes, mais en gros, on parlait des sans-papiers. On entendait bien dans le train, on faisait de la chasse au visa, au passeport, c'était le mot sans-papiers. Après est venu le mot immigré clandestin. Alors là, c'était l'idée de gens qui venaient dans la tête de certains pour prendre leur travail dans le pays et en gros faire du travail au noir. Alors ils venaient clandestinement, alors ça allait du peintre polonais qui retournait après en Pologne mais qui travaillait pendant un certain temps, à des gens qui, ne pouvant pas avoir de papier, restaient dans l'ombre. Et puis depuis quelques années, c'est le mot migrant. Et ce mot migrant, si on veut bien y réfléchir, il est abominable. Moi, mon grand-père ukrainien était effectivement un immigré en France. Mais le mot migrant, c'est comme si toutes ces personnes dont nous parlons, on les installe dans un état où elles vont migrer pour l'éternité. Ce sont des migrants qui vont aller de camp en camp, de pays en pays, pour les uns être tués à certains endroits, pour d'autres à d'autres. Enfin, il y a quelque chose qui dit, à mon avis, l'évolution de nos pays en général, la Grèce, la France, tous les pays d'Europe, où effectivement, je pense que politiquement,
on prend des décisions. On voit bien qu'en ce moment, donc il y a une grande dureté. Monsieur Macron, sous le règne de Monsieur Macron, mais je vais dire, disons que enfin voilà, à l'époque où nous avons Monsieur Macron comme président, nous reconduisons à l'heure actuelle des gens à la frontière. Il y a bien peu d'avions où les autres passagers refusent qu'on embarque quelqu'un pour le ramener dans un pays où il ne veut pas aller, où il sera probablement à l'arrivée mis en prison ou tué. Et on fait ce qu'on appelle l'immigration choisie. Alors effectivement, du reste c'est assez mal fait, parce que moi je sais que quand j'étais allée à Sangatte, même en 2001, je me suis retrouvée avec des médecins, avec des ingénieurs aussi. Il y avait aussi des gens diplômés qui auraient pu parfaitement travailler. Mais donc en ce moment on se cache derrière ce mot d'immigration choisie, qui va permettre dans pas mal de pays, en Allemagne, en France, etc., de garder certains migrants. Puis les autres migrants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à migrer. Et c'est pour ça que je pense que ce terme de début qui était avec le mot frontière, il est très important. Ces frontières, elles sont à repenser, à réfléchir. Est-ce qu'une frontière pourrait être aussi un lieu d'accueil? Il y a plusieurs philosophes. Il y a Balibar, par exemple, en France, qui a souvent dit ce mot que j'ai utilisé tout à l'heure: il faut démocratiser la frontière. Je pense aussi que dans la tête des personnes, par exemple en France, parce que c'est mieux de parler de ce qu'on connaît et de ses voisins, il y a des personnes qui, comme moi, parce qu'on est beaucoup en France, moi je m'appelle Omélia Denko, a priori c'est pas un nom qui sonne bon, le terroir français, on devrait, et beaucoup sont comme ça, on devrait accueillir. Moi, je trouve formidable que mon grand-père, il ait pu être accueilli en France, être naturalisé entre les deux guerres, etc. Pourquoi est-ce qu'on a perdu cette capacité d'accueil? Donc, pour répondre plus précisément à votre question, parce que je vais dans tous les sens, je pense que oui, il y a un durcissement et qu'il y a toutes les raisons pour que ces personnes se suicident. Alors, suicide des enfants, on n'en parle jamais, mais même en temps normal, dans une société normale, il y a un peu de suicide des enfants. C'est vraiment le chiffre qu'on ne veut jamais donner, qu'on ne veut pas savoir. Mais tout est fait pour que non seulement les enfants se suicident, mais aussi pour créer une forme de désespérance. Et qui est extrêmement choquante. Merci pour la précision sémantique que j'entends, mais il y a certaines associations qui insistent au contraire pour qu'on utilise le terme de migrants pour ne pas faire de différence entre les réfugiés d'un côté et les migrants de l'autre. Donc j'entends la remarque, mais elle est, c'est un débat qui mérite d'être mené, peut-être au cours d'une prochaine table ronde, on ira plus avant. En tout cas, j'ai une autre question. Alors, à tout le monde, je ne vais pas donner, vous n'avez qu'à lever la main si vous voulez répondre, mais il y a une situation en 2015 dont on parlait tout à l'heure, avec à peu près 800 000 personnes qui sont passées par la Grèce, des Grecs qui sur les îles ont accueilli formidablement les migrants, les réfugiés, puisque pour le coup l'extrême majorité était syriens, afghans, etc. Et on a vu que la situation s'est retournée. Pourtant, en 2015, le chômage en Grèce était à peu près de 23%. Et aujourd'hui, le chômage en Grèce est toujours très élevé, hein, et l'emploi précaire est lui aussi très élevé, mais le chômage, par exemple, est environ à 18%. Comment expliquez-vous? Est-ce que vous avez des idées pour expliquer ce changement de la situation de l'accueil, justement, en Grèce, d'une part, et dans le même temps, comment l'accueil évolue-t-il dans toute l'Europe? Marina Raffenberg, le temps que Marina allume son micro. Ouais. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a à la fois l'impulsion du politique qui a une influence. Donc, comme j'ai dit, les mots ont de l'importance. Ce gouvernement élu depuis juillet dernier a quand même durci largement sa politique, durci sa rhétorique envers les réfugiés. Et donc je pense que ça a eu un impact sur l'accueil des réfugiés, notamment dans les îles, puisqu'on a vu quand même que le gouvernement avait ce projet de construire des camps fermés sur les îles. Et c'est surtout ce projet-là qui a vraiment conduit à la colère des insulaires. Et il
il y a ça, et puis il y a aussi, je pense, l'exaspération, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je vais à Lesbos depuis 2015. Depuis 2016, il y a un camp à Moria fermé, qui était censé être fermé déjà en 2016. Donc on voit que finalement après, la situation a dépassé le camp fermé, que donc il y a eu ces gens qui se sont étalés aussi en dehors du camp, et finalement le camp n'était plus fermé. Donc il y a une exaspération, je pense, et un sentiment aussi d'abandon des Européens, la sensation que finalement c'est les Grecs qui portent tout le poids de la crise migratoire. Après, la crise migratoire, ça aussi on peut dire que le terme n'est pas bien choisi, parce que finalement on se rend compte que c'est plus une crise de l'accueil qu'une crise migratoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à cette question, qui veut avancer des pistes, Stavros? Comme Marina vient de le dire, excepté le changement de politique, il y a aussi un changement de rhétorique, de discours. Au niveau préélectoral, le gouvernement actuel et des cadres qui sont élus dans les îles, où il y a beaucoup de cas de violence qui se développent, ils promettaient dans ces lieux où ils étaient élus que d'une façon magique, les réfugiés, les migrants vont arrêter de venir dans ces centres d'accueil. C'était leur promesse. C'était une rhétorique qui était qui parlait des différentes subventions qu'ils recevaient et qu'ils ne devaient pas recevoir parce qu'ils n'étaient pas réfugiés mais migrants. Donc nous ne devons pas faire preuve à leur égard de cette même attitude, je dirais, philanthropique. Lorsque comme je l'ai dit, les gouvernements utilisaient cette rhétorique, et brusquement, cette rhétorique a amené à certaines actions. La dernière fois que je me suis trouvée à Lesbos, en mois de février, et c'était une période au cours de laquelle chaque semaine, je dirais tous les 2 ou 3 jours, il y avait un cas qui se présentait, où il y avait des gens, des habitants des îles qui se heurtaient avec les ONG ou qui attaquaient certains migrants. J'étais là-bas une semaine et chaque jour, il y avait des cas de cette violence de la part des insulaires. Je ne pense pas que ce soit les Grecs qui aient changé, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme nous savons tous qu'il y a des caractères très différents partout, mais je pense que c'est caractéristique de constater que l'on voit que ton gouvernement articule un tel discours vis-à-vis des migrants ou des réfugiés, les actions qui s'en suivent peuvent être légitimées d'une certaine façon. Et c'est évident qu'on va arriver à ce point de violence à un certain moment. Merci beaucoup. Et justement sur cette évolution, sur le discours qui a changé, etc., est-ce que c'est la même chose au sein de l'Union européenne? Je voudrais raconter une toute petite anecdote. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été au bord du bateau Aquarius, qui était un bateau qui venait en aide aux migrants qui essayaient de traverser la Méditerranée depuis la Libye pour la plupart d'entre eux. Et le gouvernement italien, en juin 2018, avait d'abord retardé l'arrivée, le débarquement des migrants, laissant le bateau errer en mer. Et dans un deuxième temps, sur une autre rotation, il avait même refusé complètement d'accueillir les passagers de ce bateau, contrairement au droit maritime. Alors cet exemple, on en a beaucoup entendu parler, mais est-ce que les uns et les autres, en France, en Angleterre, en Grèce, vous avez comme ça une idée de ce qui se passe sur cet accueil des migrants et peut-être sur le durcissement de ton d'un certain nombre de gouvernements et des raisons pour lesquelles ces gouvernements durcissent leur position? Moi, je n'ai pas la clé absolue, mais je pense qu'il y a quand même très largement des raisons électoralistes la plupart du temps. Il y a quand même en Europe une montée des populismes, des nationalismes qu'on n'a plus besoin de dessiner. Et je pense que nos gouvernants manquent de courage et qui satisfont une part de leur électorat par ces mesures qui sont
qui sont la plupart du temps quand même monstrueuses et qui n'ont rien à voir avec le mot accueil qui vient d'être prononcé. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est aussi une forme de violence pour les réfugiés, pour les gens qui n'ont pas forcément encore de papier. Et justement, est-ce que, Mariana, vous avez fait un travail sur la façon dont ces réfugiés ou ces sans-papiers perçoivent l'accueil ou l'absence d'accueil dans des pays comme la France, comme l'Angleterre ou d'autres? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette question de l'accueil et de l'effet en termes de violence? En ce qui concerne la France, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je n'ai pas fait de reportage sur la France jusqu'à présent. Malgré tout, je peux vous parler un peu plus de l'Angleterre parce que je vis et je travaille en Angleterre depuis un certain temps et peut-être pas au cours de ces 10 dernières années, ou peut-être depuis toujours, la politique de la Grande-Bretagne était une politique de renvoi, de refoulement des immigrés, des migrants. Je n'ai jamais rencontré de système plus dur dans les pays où je fais des reportages que le système britannique. Une des entretiens les plus troublants que j'ai fait, c'était une femme, une Camerounaise, qui a été victime de viol, de trafic, autant dans son pays qu'en Grande-Bretagne, qu'en Angleterre. Et elle était arrivée en Angleterre 12 ans ou 13 ans auparavant, peut-être même 14 ans si je me souviens bien. Elle n'avait aucune idée sur les droits dont elle pouvait profiter ou qu'elle pouvait avoir. Et elle fait une demande d'asile qui est depuis 10 ans. Depuis 10 ans, elle fait des demandes, elle soumet des demandes et toutes ces demandes sont rejetées. Et cette femme elle appartient à la communauté des LGBT. Dans les entretiens qu'elle a accordés, la réponse donc est une justification. Tu ne peux pas prouver que tu es LGBT parce que tu as aucune photo dans des clubs gays de Londres. Chose qui est absolument inadmissible parce que les demandeurs d'asile en Grande-Bretagne, je crois, ont à peu près 10 livres par semaine, pour s'en sortir, pour subvenir à leurs besoins. Je crois que la Grande-Bretagne a une des politiques les plus dures en matière d'asile, mais à un niveau, je dirais, plus européen. Je voulais dire que la politique migratoire, c'est une question qui incombe à chaque pays. L'Union européenne n'a pas de politique migratoire commune, excepté quelques procédures et quelques accords, comme par exemple les accords de Dublin ou les accords de l'Union européenne-Turquie, qui ne sont même pas même pas des accords contraignants, je dirais, selon les termes que nous entendons, le sens que nous donnons aux accords contraignants. Donc, s'il n'y a pas d'une politique européenne commune en matière de migration, je ne pense pas qu'il puisse avoir une solution positive commune. Chaque fois qu'il y aura des élections, chaque pays, de son côté, va cibler le migrant, les sans-papiers, afin de pouvoir gagner de plus en plus de suffrages. Et c'est quelque chose que nous avons vu aussi en Allemagne, qui suivait une politique de frontières ouvertes, d'ouverture des frontières plutôt, et brusquement, il y a eu un revirement, soit en raison des élections en Allemagne elle-même ou dans les pays voisins. Je voudrais rappeler que vous pouvez tout à fait poser des questions sur Facebook, etc. Laissez des commentaires. Je pense qu'on va nous lire quelques commentaires maintenant. Bonsoir. Nous avons plutôt des commentaires. Ce n'est pas tellement des questions. Par exemple, un commentaire qui nous précise que souvent, les passeurs utilisent les migrants et surtout des hommes jeunes en tant que passeurs eux-mêmes en les menaçant ou en
en les menaçant leur famille. Donc les véritables passeurs ne sont pas visibles. Cela est difficile, il est donc d'autant plus difficile de savoir exactement ou de définir cette catégorie de véritables passeurs. Je ne sais pas si cela est valable ou si c'est une réalité. Je pense que c'est valable, en effet. On le voit dans les barques aussi, dans le cas de la Grèce, entre la Turquie et la Grèce. Et vous avez raison, et même aux frontières, en Grèce du Nord, il y a de ce type de problème. Et il y a beaucoup de reportages qui ont été faits l'année dernière et il y a 2 ans. Et il y a souvent, il y avait ceux qui conduisaient les migrants étaient qui conduisaient les véhicules et ceux qui leur permettaient de gagner quelque chose de 200 ou 300 euros, très peu d'argent, où ils pourraient payer aussi leurs propres billets pour arriver à leur destination. Mais les contrôles quand même se sont multipliés en Grèce du Nord pour les véhicules conduits par des passeurs. Et il y a souvent ces jeunes gens donc ne savent pas conduire correctement, ils perdent le contrôle de leur véhicule, il y a des accidents avec des blessés et quelquefois des morts. Et là aussi, dans ce cas, les véritables passeurs n'apparaissent pas, on ne les voit pas. Et ils ne subissent pas les conséquences de leurs actes. Une autre question que nous avons reçue. Est-ce que quelqu'un peut-être veut compléter ce qui vient d'être dit? Donc, une autre question que nous avons reçue, c'est la façon dont vous, en tant que journaliste, comment est-ce que vous traitez ce type de situation que vous suivez, qui est dans des conditions particulièrement dures, toutes ces histoires que vous devez raconter. Comment est-ce que vous gérez tout cela? Et dans quelle mesure vous-même vous êtes impliqué et comment est-ce que vous pouvez laisser en dehors tous les aspects ou de personnel, je dirais, en dehors de ces histoires, avec un certain recul? Marina Raffenberg, correspondante du Monde en Grèce. J'ai essayé d'aborder un peu cette question au début. C'est vrai que c'est compliqué souvent parce que, notamment même récemment, j'ai fait un reportage sur ces familles qui vont être expulsées de leurs logements sociaux. Et on se retrouve en fait souvent à être face à des situations difficiles où les réfugiés nous demandent aussi de les aider. Et c'est vrai que nous, on peut pas toujours les aider. Enfin, des fois, on peut aider. Ça arrive qu'on aide, mais c'est pas non plus notre rôle. Et on peut juste peut-être les mettre en contact avec des ONG. Et puis surtout, notre rôle, c'est de parler de leurs problèmes. C'est de donner en quelque sorte une visibilité à ces gens-là qui malheureusement sont trop souvent invisibles. Et donc voilà, après, personnellement, c'est compliqué parfois parce que c'est vrai qu'on a envie d'aider, mais voilà, enfin, comme j'ai dit, c'est pas vraiment notre rôle. Il faut savoir jongler entre ce qu'on peut faire et notre métier, et voilà. Donc, de nouveau, pour Irène et Mariana, vous faites signe si vous voulez reprendre la parole. Moi, je voudrais aussi poser une question. En 2015 notamment et en 2016, il y a eu une politique qui a été mise en place qui était la politique de relocalisation. Et donc par cette politique de relocalisation, un certain nombre de migrants étaient emmenés dans d'autres pays de l'Union européenne, ce qui peut-être a contribué aussi à faire que la Grèce s'est sentie un petit peu moins seule à gérer cette question migratoire. Comme on l'a vu, qui a été transformé au fur et à mesure que les années passaient en danger migratoire de surcroît. Comment vous voyez l'évolution les uns et les autres de ces politiques européennes? Mariana tout à l'heure a bien expliqué qu'il n'y avait pas une véritable politique européenne commune, mais est-ce qu'il y a eu des tentatives et pourquoi ont-elles fonctionné ou au contraire échoué? Η πολιτική επανεγκατάσταση.
les politiques de relocalisation, de réinstallation qui avaient démarré en 2016 jusqu'à 2017, je crois, aurait pu être une politique positive qui aurait dû être poursuivie. Malgré tout, en raison des différentes politiques et de l'absence d'une politique commune, elle n'a pas été appliquée finalement, cette politique. Mais les éléments de cette politique, les éléments essentiels, c'est qu'elle fournissait une traversée ou un parcours plus sûr pour tous les réfugiés qui venaient en Grèce. Avant l'ouverture théorique des frontières, il y avait beaucoup de violence qui s'exprimait, il y avait beaucoup de réseaux, de circuits dans cette route balkanique, donc c'est comme ça là qu'on l'appelait. Mais cette politique aurait dû être poursuivie. Malgré tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'absence d'une politique commune engendre de nombreux problèmes. Il est impossible de reprendre cette politique de réinstallation, de relocalisation. La France faisait partie des pays qui avaient reçu une grande partie des demandeurs d'asile, alors qu'il y a d'autres pays comme la Pologne qui n'ont accueilli aucun demandeur d'asile, ou ont déclaré qu'ils allaient accepter simplement des réfugiés chrétiens. Et ça, c'est un problème justement qui provient de l'absence d'une politique commune. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mon point de vue en ce qui concerne les politiques européennes de migration ne sont pas particulièrement positives. Il faut dire, d'après ce que j'ai vu aux frontières et d'après ce que j'ai pu constater des visus et de ce que j'ai pu entendre de la part des gens avec qui je me suis entretenue, 5 ans plus tard, je n'ai rien à dire de positif en ce qui concerne la politique de l'Union européenne et même pas en ce qui concerne la politique suivie par la Grèce. Juste, je ne vais pas être longue, mais sur les politiques de relocalisation, elles n'ont pas du tout atteint leurs objectifs. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais très peu de pays ont finalement accueilli autant de réfugiés qu'ils avaient dit qu'ils accueilleraient. Bon, la France a certes joué un rôle important, mais voilà, enfin, les chiffres sont vraiment très très faibles par rapport au nombre de réfugiés qui étaient en Grèce à ce moment-là. Et en effet, comme l'a dit Mariana, je pense que ça aurait dû continuer. Et là, actuellement, il y a un programme pour essayer de relocaliser des mineurs non accompagnés. Et là aussi, on voit que finalement, les pays européens ne se bousculent pas à accueillir ces jeunes gens. Pourtant, l'Allemagne a accueilli près de 1 million de réfugiés en 2015. Est-ce que les uns et les autres, certains ont travaillé un petit peu sur l'envoi sur ces réfugiés accueillis en Allemagne ou sur ceux qui ont été relocalisés en Allemagne? Est-ce que vous pensez que c'était une politique généreuse de l'Allemagne? Comment s'y est-elle prise? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les motivations de l'accueil de ces réfugiés? Personne. Mariana. Non, je dirais que, pour avoir des contacts avec des réfugiés qui ont été en Allemagne, déjà, il faut savoir que le parcours est difficile. Ils doivent apprendre l'allemand, ils doivent suivre des cours. L'intégration ne se fait pas en 1 an. Enfin, moi, la plupart des réfugiés que je connais actuellement en Allemagne, 2-3 ans sont passés. Ils sont toujours dans une situation finalement où ils n'ont pas de travail, où ils étudient pas. Donc voilà, faut pas idéaliser ce modèle, je pense. Et ensuite, clairement, l'Allemagne est un pays avec beaucoup d'industrie et on comprend pourquoi ils ont accueilli autant de réfugiés. Il y avait aussi une politique de trouver de la main-d'œuvre, voilà. Donc finalement, on en revient à une question qu'on a citée rapidement tout à l'heure, qui est la situation de l'emploi, du marché du travail et de l'acceptation de l'autre, notamment pour des raisons sociales. Si je peux faire une petite synthèse de ce qui a été dit dans ce débat.
Je propose, nous avons atteint l'heure et demie. Je voudrais remercier une fois encore tout d'abord l'Institut français qui organise ce cycle de conférences, de 3 conférences, de 3 tables rondes et plusieurs autres événements autour du thème genre et migration. C'était donc la conférence introductive. On a essayé de poser les cadres. J'espère que vous avez perçu l'enjeu de ces questions. Tous les pays sont concernés. J'ai lu rapidement quelques commentaires sur Facebook et oui, je voudrais dire qu'effectivement, la Grèce n'est pas le seul pays concerné. C'est un enjeu européen, c'est une question européenne, mais c'est aussi un enjeu mondial. Je répète ce que j'ai dit en introduction, il y a près de 80 millions de migrants aujourd'hui dans le monde, ou de gens qui sont déracinés en tout cas. Donc, merci beaucoup aux 4 intervenants. Merci, alors je vais refaire dans l'ordre alphabétique pour pas faire de jaloux, à Mariana Karakoulaki, journaliste et chercheuse, doctorante en direct de Londres, si je ne me trompe pas, d'Angleterre en tout cas. Merci beaucoup à Stavros Malichoudis, ici présent, journaliste pour Solomon. Merci à Irène Omelianenko, qui est documentariste et qui a été primée au New York Festival pour un documentaire qu'elle a produit et réalisé. Merci à Marina Raffenberg, journaliste correspondante du Monde et de l'AFP. J'espère que cette première visioconférence difficile dans un grand auditorium qui paraît encore plus grand mais qui est très vide, et nous espérons tous ne pas avoir trop bégayé, ne pas avoir été trop intimidés par la situation inhabituelle post-Covid, et à bientôt pour une conférence à Mytilène si mes souvenirs sont exacts. Merci.